Printemps 1945. Le long des régions frontalières de l'Est de la France et de l'Ouest de l'Allemagne, le paysage était déchiré et marqué par 2 années d'armées avançant et reculant. Les villages n'étaient plus que des coquilles vides de briques et de bois, les champs criblés de cratères d'artillerie, les routes encombrées de charrettes abandonnées, de chariots brisés et de machines calcinées. Dans le brouillard matinal, le claquement étouffé des moteurs de chars résonnait à travers les vallées qui n'étaient autrefois que de paisibles terres agricoles. Dans une clairière près d'un verger en ruine, des équipages de chars allemands se prélassaient près de leurs véhicules. Des Panthers, avec leur blindage incliné et leurs longs canons de 75 mm, et des Tiger, les lourdes bêtes de la Wehrmacht, se reposaient, moteurs tournant au ralenti. Les hommes fumaient, échangeaient des plaisanteries et souriaient, tandis que l'un d'eux brandissait un tract largué par un avion américain, montrant un char Sherman. Ils rirent. « Tommy Cooker », dit l'un d'eux. Un autre ajouta le surnom qui s'était répandu dans chaque bataillon blindé allemand depuis la Normandie. « Ronson, ça s'allume du premier coup, à chaque fois. » Ils ricanèrent parce qu'ils croyaient que c'était vrai. Pendant des années, la propagande allemande, renforcée par l'expérience du champ de bataille, avait dépeint le Sherman américain M4 comme une machine faible, au blindage mince. Les équipages revenant du front russe racontaient que leur Tiger encaissait des dizaines d'impacts de T-34. Face au Sherman, avec son canon de 75 mm et ses 51 mm de blindage frontal, la confrontation semblait risible. À Koursk, à Kharkiv, à Villers-Bocage, les panzers allemands avaient brûlé des Sherman alignés, les artilleurs se vantant d'en détruire 5, 6, voire 10 en une seule action. Les chiffres nourrissaient la confiance. Début 1945, seulement 1300 Tiger lourds avaient jamais été construits, mais leur réputation était plus grande que nature. Le Panther, produit à environ 6000 exemplaires, était devenu le cheval de bataille blindé de la Wehrmacht. En théorie, chacun valait 3 ou 4 Sherman. Les calculs de la supériorité avaient été martelés à chaque équipage allemand. Aussi, lorsque des rumeurs parlèrent d'un char américain isolé quelque part devant, peu d'officiers allemands s'en inquiétèrent. Les rires autour du verger portaient un sentiment d'inéluctabilité. Le Sherman, pensait-il, n'était pas de taille face à l'acier allemand. Le champ de bataille lui-même semblait confirmer leur assurance. L'offensive des Ardennes avait échoué, mais le sol portait encore les stigmates de la fureur allemande. Les forêts dénudées par les tirs d'artillerie, les ponts détruits et les villes laissées en ruine racontaient l'histoire d'un Reich désespéré, encore capable de contre-attaques sauvages. Le terrain ici, collines ondulantes, haies épaisses, ruelles étroites de villages, favorisait l'embuscade. Pour les Allemands formés à la doctrine de la Blitzkrieg, le cadre était familier. Les vétérans de Koursk se souvenaient de brigades blindées soviétiques entières brisées par le tir allemand. Les vétérans de Normandie racontaient des Sherman s'embrasant après un seul coup de 88 mm, les équipages sautant des écoutilles déjà en feu. C'était devenu partie de leur mémoire culturelle. Comme un vétéran allemand l'avouerait plus tard dans une interview d'après-guerre enregistrée lors d'un symposium américano-allemand en 1962. Nous pensions que les chars américains étaient des jouets, fins, maladroits, construits comme des camions. Nous craignions la puissance aérienne. Oui, mais jamais les Sherman eux-mêmes. Ce mépris ne se limitait pas aux soldats sur le terrain. Les tracts de propagande nazis distribués aux civils durant 1944 soulignaient la supériorité allemande en blindés, se vantant que les Tiger et Panther étaient invincibles, tandis que les chars américains étaient construits comme des cercueils sur chenilles. Les émissions de radio répétaient l'affirmation que les Sherman prenaient feu si touchés, même par des fusils anti-chars. Le message renforçait le mythe. La quantité américaine pouvait submerger, mais la qualité allemande prévaudrait. Pourtant, la réalité sur le terrain changeait. Début 1945, les divisions blindées allemandes n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes. Les pénuries de carburant immobilisaient de nombreuses machines. Les pièces de rechange étaient rares.
Les équipages étaient plus jeunes, moins entraînés, souvent passés des régiments d'infanterie aux chars après seulement quelques semaines d'instruction. Et surtout, l'industrie américaine avait inondé le champ de bataille de Sherman, des dizaines de milliers, arrivant plus vite que les Allemands ne pouvaient les détruire. Pourtant, dans le verger ce matin-là, les hommes faisaient confiance à leur doctrine et à leurs canons. Un commandant de Tiger dit à son équipage qu'il chasserait les lapins américains ce jour-là. Un autre artilleur de Panther se vantait d'inscrire son 10e kill avant le coucher du soleil. La confiance se mêlait à la bravade, le rire masquant l'épuisement, le froid et la faim rongeante. Les interceptions du renseignement américain notèrent plus tard cette surestimation. Les journaux intimes capturés révélaient un thème constant. Les tankistes allemands s'attendaient à ce que les équipages de Sherman paniquent sous le feu, qu'ils battent en retraite plutôt que de se battre, qu'ils brûlent rapidement quand touchés. Le mythe perdurait même alors que les lignes de ravitaillement s'effondraient et que les divisions se désintégraient. Ce matin-là, la brume collait aux basses vallées, réduisant la visibilité à quelques centaines de mètres. Le boom étouffé de l'artillerie au loin rappelait aux hommes que le front était fluide, changeant chaque jour. Les civils se déplaçaient dans les ruines comme des fantômes. Des chevaux tiraient des chariots devant des cratères fumants. Une guerre d'anéantissement avait réduit le cœur de l'Europe en gravats. Mais ici, à cet instant, les tankistes allemands avaient de l'allure. Ils croyaient que le champ de bataille leur appartenait. Ce qu'ils ne comprenaient pas encore, c'était à quelle vitesse les calculs de la confiance pouvaient être inversés. Les mythes d'invincibilité forgés à Koursk et en Normandie étaient sur le point de s'effondrer sous le poids d'une seule bataille. Le Sherman qu'il moquait comme un jouet, le Ranson qu'il jurait s'allumer au premier coup, allait bientôt démontrer une létalité qu'aucune propagande ne pouvait expliquer. Pour l'instant, cependant, les rires traversaient le verger en ruine. Les équipages se tapotèrent les épaules, trinquaient avec des gobelets en fer blanc remplis de café Eusat amer et jetèrent des regards satisfaits sur leurs bêtes blindées, les panzers à croix noire qui avaient terrorisé l'Europe pendant 6 ans. La brume se lèverait bientôt, et avec elle l'illusion que l'acier allemand régnait encore sur le champ de bataille. La brume était encore épaisse le matin d'avril 1945, quand un seul char américain sortit d'un hameau français dévasté. C'était un M4A3 Sherman Standard. Sa peinture olive délavée était brûlée et striée de boue, l'étoile blanche à peine visible sous des couches de crasse. Le char n'avait pas de nom peint sur la coque, pas d'art flamboyant sur le nez. Pour les éclaireurs allemands, qui observèrent de loin, il ressemblait à tous les autres Sherman qu'ils avaient brûlés auparavant. Mais celui-ci portait un équipage endurci par 2 années de combat à travers l'Afrique du Nord, l'Italie et la France. Leur commandant, un lieutenant sec de l'Ohio, avait perdu la moitié de son peloton d'origine en Normandie. Son tireur avait 19 ans. Un fils de ferme de l'Iowa qui avait appris à tirer sur les faisans à 100 mètres avant de jamais tirer un obus de 76 mm. Le conducteur et le mitrailleur avant étaient des vétérans des Ardennes, survivant des nuits glaciales où le carburant était rare et la mort venait sans avertissement. Ils avaient enterré trop d'amis pour croire au mythe sur la supériorité allemande. Les ordres ce matin-là étaient simples. Pousser vers l'est, couvrir l'avancée de l'infanterie, sonder les poches de résistance. Mais alors qu'il se déplaçait dans les champs étouffés de brume, le lieutenant repéra les silhouettes de véhicules blindés dissimulés près d'une lisière d'arbres. Aux jumelles, il compta au moins une douzaine de Panther et de Panzer IV, moteurs au ralenti. D'autres ombres rôdaient au-delà. C'était un groupement blindé, un vestige des divisions Panzer autrefois fières de l'Allemagne, se regroupant pour une ultime résistance. La logique dictait le retrait. Un Sherman contre des dizaines de Panzer était un suicide, mais le contact radio était intermittent, l'artillerie indisponible et le soutien d'infanterie encore à des kilomètres derrière. Si ces Allemands se libéraient, ils pourraient couper les lignes de ravitaillement ou retarder l'avance de la division pendant des jours. Le lieutenant prit une décision. Il ordonna à son équipage d'avancer. Le Sherman progressa le long d'une haie, moteur au ralenti. La brume jouait en leur faveur, masquant leurs mouvements. Quand la première tourelle de Panther se tourna paresseusement vers eux, le tireur américain fit feu.
L'obus perforant de 76 mm frappa juste sous l'anneau de tourelle. Des étincelles, de la fumée, puis une éclosion de flammes oranges alors que les munitions explosaient. L'équipage éclata en acclamations. Un kill. Les Allemands étaient stupéfaits. Un Sherman osant attaquer seul était impensable. Les commandants de chars aboyèrent des ordres, les tourelles grinçant en pivotant pour engager. Mais le lieutenant était déjà en mouvement, ordonnant à son conducteur d'avancer à pleine vitesse. Le Sherman bondit en avant, tira à nouveau. Un autre Panther touché, cette fois à travers le blindage latéral, s'embrasant. 2 kills. Des témoins oculaires décrivirent plus tard la scène comme un chaos. Les chars allemands tiraient sauvagement, les obus s'écrasant sur des granges, des arbres, la terre autour du Sherman. Mais la brume, le mouvement constant du Sherman et son audace pure le maintenaient en vie. L'équipage américain fonctionnait comme une machine, le pourvoyeur enfilant les obus dans la culasse, le tireur donnant des corrections, le commandant scrutant pour des cibles. Chaque tir trouvait sa marque. Un Panzer IV tenta de les contourner. Le Sherman pivota, les chenilles déchirant la terre humide, le canon pivotant. Un obus transperça le blindage mince de l'Allemand. Une fumée noire s'échappa des écoutilles alors que les équipiers sortaient en hâte, certains consumés par le feu avant d'atteindre le sol. 4, 5, 6 kills. Le lieutenant comptait à peine. La brume était maintenant éclairée par des épaves en flammes, chaque char allemand explosant à son tour. Les survivants paniquèrent, croyant affronter non pas un Sherman, mais un bataillon entier. Les radios crépitèrent de rapports affolés. Certains panzers reculèrent dans des fossés. D'autres tentèrent de manœuvrer pour être abattus un par un. Le mythe de l'invincibilité allemande se dissolvait en temps réel. Le Tommy Cooker qu'ils avaient moqué les déchirait comme un prédateur parmi des proies. En milieu de journée, le verger qui avait autrefois résonné de rire était un cimetière de métal tordu. 40 chars et canons d'assaut allemands gisaient détruits ou abandonnés. Le Sherman, malmené mais encore opérationnel, se tenait seul au milieu des débris. Son équipage, assourdi par des heures de tir, regardait avec incrédulité ce qu'ils avaient accompli. Les interrogatoires d'après-guerre des survivants allemands révélèrent leur choc. Un commandant de Panther admit « Nous pensions que c'était un piège. Un char ne peut pas faire autant de dégâts. Nous nous disions qu'il devait y avoir des avions, de l'artillerie, beaucoup de chars. Mais plus tard, nous avons appris que c'était un seul. » Les archives américaines furent tout aussi étonnées. Le rapport d'après-action déposé par le 13e corps notait la destruction de plus de 40 véhicules blindés par un seul Sherman en un engagement. L'affirmation fut vérifiée par l'inspection du champ de bataille. Des carcasses calcinées éparpillées sur 2 kilomètres de campagne. Cela devint l'un des faits d'armes les plus extraordinaires de la guerre blindée sur le théâtre européen. Pour les soldats allemands qui survécurent, les rires du matin avaient disparu, remplacés par la réalisation que les mythes, aussi profondément crus soient-ils, ne pouvaient résister à l'arithmétique impitoyable de la guerre. Un seul équipage américain, armé de détermination, de mobilité et de la volonté d'avancer, avait brisé un groupement entier. Le lieutenant, interviewé des décennies plus tard, rejeta les propos héroïques. « Nous avons fait notre travail, dit-il calmement. Nous ne pensions pas au nombre. Nous voyions des cibles et nous les détruisions. C'était tout. » Mais pour les Allemands, qui avaient raillé le Sherman comme un Ronson, la leçon fut inoubliable. Le jouet qu'ils méprisaient s'était transformé en prédateur. Leur confiance, leur rire, leur mythe, tout brûla dans les flammes de 40 panzers détruits. La brume commença à s'éclaircir alors que le soleil matinal montait plus haut, levant le voile gris qui avait protégé la première attaque du Sherman. La fumée des 2 Panthers en flammes montait en volute vers le ciel. Leurs flammes se reflétaient dans la boue humide en dessous. La colonne blindée allemande, prise au dépourvu, rugit à présent. Les moteurs vrombirent, les commandants crièrent et les tourelles pivotèrent, cherchant le fantôme qui les avait frappés. À l'intérieur du Sherman, l'équipage travaillait avec une précision mécanique. La voix du lieutenant était stable sur l'interphone. « Pivot à droite, pourvoyeur, perforant, conducteur, tiens bon. » Le réticule du tireur,
trouva la silhouette d'un Panzer IV émergeant de la brume. Sa tourelle tournait maladroitement. La détente fut pressée. Le recul secoua la tourelle. Un éclair brillant. L'obus déchira le blindage latéral du Panzer, enflammant son carburant. Une fumée noire jaillit des écoutilles. 3 kills. Les Allemands, vétérans de dizaines d'engagements, étaient entraînés à réagir rapidement. Les Panthers et Panzers se déployèrent, essayant de contourner le Sherman solitaire. Mais le char américain était déjà en mouvement. Ses chenilles déchiraient la terre détrempée, slalomant à travers les haies, utilisant granges et murs de pierre comme couverts. Chaque fois qu'un char allemand apparaissait à travers la brume, le Sherman frappait le premier. Un Panther tenta d'utiliser sa portée de canon supérieure, reculant dans un champ pour aligner un tir à longue distance. Le Sherman, se déplaçant plus vite que prévu, réduisit l'écart avant que le tireur allemand ne puisse ajuster. À moins de 500 mètres, l'obus perforant de 76 mm frappa le blindage latéral plus mince du Panther. Le char tressaillit, des flammes jaillissant de son compartiment moteur. 4 kills. Les témoignages oculaires des deux camps capturèrent le chaos de ces premières minutes. Un éclaireur d'infanterie américain observant depuis une crête voisine se souvint plus tard, on aurait dit que les Allemands tournaient en rond. Chaque fois qu'ils se tournaient pour lui faire face, un autre s'embrasait. Un témoignage allemand, enregistré après la guerre, raconta la même histoire de l'autre côté. Un pourvoyeur survivant de la 11e Panzerdivision se souvint. Nous pensions que c'était plusieurs chars. Chaque tir était précis, chaque position inattendue. Notre commandant disait « Ils sont partout », mais ce n'était qu'un seul. La bataille se déroula comme un duel, multiplié 40 fois. Le Sherman émergeait du couvert, tirait, puis disparaissait derrière la fumée et les haies. Les Allemands, s'attendant à un adversaire maladroit, se retrouvaient à pourchasser un fantôme. La discipline de l'équipage était absolue. Le tireur annonçant les cibles, le pourvoyeur enfilant les obus dans la culasse sans pause, le conducteur maintenait le char en mouvement, jamais immobile, jamais prévisible. Le lieutenant avait étudié les tactiques allemandes depuis l'Afrique du Nord. Il savait que le blindage du Panther était plus épais à l'avant, plus faible sur les côtés et à l'arrière. Il ordonna à son conducteur de continuer à contourner, à encercler, forçant les Allemands à s'exposer dans la confusion. Le blindage du Sherman ne pouvait résister à un seul coup d'un 88 mm. La mobilité et la surprise étaient leur seul bouclier. En milieu de matinée, le champ de bataille était un cauchemar de feu et de fumée. 10 chars allemands gisaient déjà détruits. Certains explosaient si violemment que les tourelles étaient projetées loin de leur coque, lancées dans les champs voisins. D'autres couvaient silencieusement. Des équipages affaissés, sans vie à l'intérieur. La brume se mêlait maintenant à une fumée noire huileuse, étouffant l'air. Une contre-attaque allemande tenta de briser l'impasse. 3 Panthers avancèrent de front, canons pointés, déterminés à submerger le Sherman par un feu coordonné. Le char américain attendit en silence derrière une haie, moteur au ralenti. Le lieutenant donna l'ordre. Le Sherman bondit en avant, tira une fois. Le Panther de devant s'enflamma. Une rotation rapide. Deuxième tir. Le Panther du milieu touché à travers l'anneau de tourelle, explosant. Le 3e Panther tira dans un geste désespéré, son obus manquant largement. Avant qu'il ne puisse recharger, le 3e obus du Sherman perça sa coque. Les 3 détruits en moins de 90 secondes. Les témoins décrivirent le moment comme fracassant. Le moral allemand craqua. Des équipages abandonnèrent des chars intacts, croyant être encerclés. Les radios portèrent des messages affolés d'encerclement. Pour eux, aucune machine seule ne pouvait infliger de tels dégâts. Ce devaient être plusieurs, mais ce n'était qu'un seul. L'arithmétique de la destruction montait. 15, puis 20 kills. Chaque perte allemande amplifiait la terreur. Les survivants se souvenaient de la sensation, du soudain silence avant l'impact, puis du rugissement assourdissant de l'explosion, de la vague de chaleur, de l'acier gémissant, alors que les machines se transformaient en cercueils. Certains équipages ne virent jamais leur attaquant, seulement le feu consumant leur char avant qu'ils ne puissent viser. À l'intérieur du Sherman, les munitions de l'équipage diminuaient. Les douilles vides s'entrechoquaient sous les pieds. Le plancher de la tourelle était jonché de cuivre.
La sueur et la cordite remplissaient l'espace exigu. Pourtant, les hommes continuaient, rechargeant, visant, tirant. Le rythme était implacable, inculqué par des mois de combat. À midi, le spectacle des décombres était stupéfiant. Les champs, autrefois remplis de blindés allemands, étaient maintenant des cimetières ardents. L'infanterie accompagnant les panzers se dispersa, beaucoup se rendant purement et simplement aux fusiliers américains qui avançaient. Le mythe du char allemand invincible avait été renversé non par des nombres écrasants, mais par un seul équipage de Sherman qui refusait de reculer. Des documents capturés confirmèrent plus tard la dévastation. Le journal de guerre du 4e régiment Panzer allemand notait la perte de presque une compagnie entière en un engagement, détruite par ce qu'il décrivait comme un blindé ennemi d'une efficacité inattendue. Les traducteurs alliés d'après-guerre marquèrent l'entrée avec incrédulité. L'affirmation semblait impossible jusqu'à ce qu'elle soit recoupée avec les rapports américains d'après-action qui confirmaient la destruction de plus de 40 véhicules blindés par le Sherman solitaire. Pour les Américains observant depuis les crêtes, la vue était inoubliable. Un officier d'infanterie écrivit « Ce char combattait comme un loup parmi des moutons. Chaque tir était un kill. Nous pouvions à peine croire que c'était réel. » Les premiers tirs avaient été tirés avec assurance, les équipages allemands riant à la perspective d'un autre sacrifice de Sherman. Au moment où les dernières flammes s'éteignirent, les rires avaient disparu, remplacés par un silence rompu seulement par le crépitement de l'acier brûlant. Le mythe avait pris feu, et cette fois, c'étaient les chars allemands qui s'allumaient du premier coup à chaque fois. À la fin de cette journée, le champ de bataille ressemblait à quelque chose d'un autre monde. Les chars allemands, des machines autrefois décrites comme indestructibles, gisaient éparpillés dans les champs, leurs coques tordues et fumantes. Pour les Américains qui examinaient les débris, la question était inévitable. Comment un seul Sherman avait-il détruit 40 Panzers? La réponse n'était pas une simple chance. C'était des mathématiques. Brutales, impitoyables, écrites dans l'épaisseur du blindage, les tables de pénétration des canons, la discipline d'équipage et le terrain. Sur le papier, le match-up était absurde. Le blindage frontal du Panther allemand faisait jusqu'à 100 mm d'épaisseur, incliné à 55 degrés, le rendant presque invulnérable au canon standard de 75 mm du Sherman à distance. Le blindage du Tiger était encore plus formidable, 120 mm à l'avant, capable d'encaisser presque tout ce que les Alliés pouvaient lui lancer. Les artilleurs allemands pouvaient tuer un Sherman à 1500 mètres. Le Sherman, en revanche, devait souvent se rapprocher à 500 mètres ou moins pour pénétrer. Mais ces spécifications ne racontaient que la moitié de l'histoire. En 1944, de nombreux Sherman étaient armés du canon de 76 mm M1, tirant des munitions perforantes améliorées. Face au blindage latéral plus mince des Panthers, 40 à 50 mm, c'était dévastateur. À des distances inférieures à 800 mètres, un obus APC de 76 mm pouvait trancher une plaque de flanc, enflammant le carburant ou détonnant les munitions. Le lieutenant-commandant, le Sherman solitaire, comprenait cela. Il ne combattait jamais de front. Il chassait les côtés, les arrières, les angles vulnérables. Les mathématiques de la survie l'exigeaient. La mobilité au lieu du blindage, la surprise au lieu de la force brute. À l'intérieur du Sherman, l'espace était exigu. Les obus étaient empilés sur des râteliers le long du plancher, peints en jaune pour les explosifs, en noir pour les perforants. Le pourvoyeur avait quelques secondes pour agir. Identifier l'obus nécessaire, le saisir, l'enfoncer dans la culasse et crier prêt pour que le tireur puisse faire feu. Un pourvoyeur bien entraîné pouvait soutenir 8 à 10 coups par minute. Au cours de la bataille, l'équipage du Sherman tira plus de 70 obus perforants. Chacun devait compter. Chacun était visé sur un point faible. Un anneau de tourelle, un compartiment moteur, une plaque latérale entrevue à travers la fumée. Le rythme de la destruction était mathématique. Repérer, charger, tirer, pivoter, repérer encore. Pas de pause, pas d'hésitation. L'efficacité de l'équipage multipliait leur létalité bien au-delà de ce que les statistiques brutes suggéraient.
les Allemands ne combattaient pas à pleine force. Au printemps 1945, la plupart des unités Panzer n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes. Les pénuries de carburant signifiaient que beaucoup de chars partaient au combat avec seulement un demi-réservoir d'essence. Les pièces détachées étaient rares. La maintenance bâclée. De nombreux équipages étaient inexpérimentés. Des adolescents entraînés seulement quelques semaines avant d'être envoyés au combat. Les journaux de guerre capturés révélèrent des ruptures de coordination. Les radios crépitaient d'ordres contradictoires. Certains commandants croyaient affronter un bataillon américain entier. D'autres pensaient que de l'artillerie ou des avions étaient cachés dans la brume. L'illusion d'une opposition écrasante créait de l'hésitation. L'hésitation signifiait des secondes. Les secondes étaient des kills. Le champ de bataille lui-même était un allié. Les collines ondulantes, les haies épaisses et la fumée des villages en flammes créaient un labyrinthe de couverts et de dissimulation. Les chars allemands conçus pour des engagements à longue portée se retrouvaient forcés dans des distances de combat rapprochées. Le Sherman, plus petit et plus manœuvrable, fuyait à travers les brèches, utilisant granges, murs et crêtes comme boucliers. Un fantassin américain le décrivit comme un lapin slalomant parmi des loups, sauf que le lapin avait des dents. Les mathématiques du terrain neutralisèrent l'avantage allemand. Leurs canons de 88 mm, mortels à 1 mile, étaient bien moins efficaces quand la visibilité tombait à 300 mètres et que les ennemis frappaient sur les flancs. Les chiffres sur le papier ne tiennent jamais compte de la peur. Quand les premiers Panthers s'embrasèrent, la confiance allemande se fissura. Des équipages abandonnèrent leurs chars après des coups manqués de justesse. Certains reculèrent si vite qu'ils s'embourbèrent dans des fossés. D'autres entrèrent en collision dans la confusion, bloquant les routes de retraite. Les survivants admirent plus tard que le choc psychologique était écrasant. Partout où nous regardions, un char brûlait, se souvint un officier allemand. Nous croyions être piégés. Il était impossible qu'une seule machine fasse cela. Nous pensions qu'il y en avait des dizaines. La peur déforma la perception. Les artilleurs allemands qui auraient pu calmement aligner leurs tirs à 800 mètres tirèrent à l'aveugle dans la fumée. Les tirs manqués signifiaient plus de secondes. Plus de secondes signifiait un autre obus américain frappant l'acier. Au-delà des tactiques et du terrain se trouvait une vérité plus large, l'arithmétique de la production. Le Sherman n'était pas conçu pour surpasser un Tiger. Il était conçu pour être construit en des nombres que les Allemands ne pourraient jamais égaler. Plus de 49 000 Sherman sortirent des chaînes d'assemblage américaines. En comparaison, seulement environ 6 000 Panthers et 1 300 Tiger furent jamais produits. Chaque Sherman comportait des pièces standardisées, une mécanique simplifiée et des radios dans chaque char. Les Panzers allemands, bien que redoutables, étaient complexes, fragiles et longs à réparer. En 1945, l'équation industrielle écrasait la Wehrmacht. Même un seul Sherman, correctement équipé et approvisionné, pouvait faire pencher la balance quand les machines allemandes étaient à bout de souffle. Le char solitaire ce jour-là n'était pas une exception. C'était l'incarnation de la doctrine américaine, la mobilité, les nombres et la volonté de continuer à combattre. Quand le champ de bataille fut inspecté après les combats, les chiffres parlèrent plus fort que toute propagande. 40 véhicules blindés allemands, Panther, Panzer IV, canons d'assaut, détruits ou abandonnés. Un Sherman toujours debout, 5 hommes vivants à l'intérieur. Le 13e corps américain confirma le décompte. Les documents allemands récupérés des semaines plus tard admirent des pertes catastrophiques dans le secteur. Les chiffres correspondaient aux témoignages oculaires de l'infanterie, des observateurs d'artillerie et même des prisonniers de guerre allemands. Les mathématiques étaient sombres. 40 contre 1, 40 détruits, un survivant. Pendant des années, les Allemands avaient ri du Sherman, le raillant comme un Tommy Cooker, un Ronson. Mais le mythe dépendait d'affronter des équipages novices, une mauvaise coordination et des engagements frontaux où la puissance de feu allemande dominait. Quand un équipage américain expérimenté renversa l'équation en utilisant la mobilité, le terrain et la précision, les chiffres favorisèrent le Sherman. Le mythe s'effondra. Un tankiste allemand, interviewé des décennies plus tard, lors d'une réunion d'anciens combattants, le résuma amèrement.
Nous croyions chasser des jouets. Mais ce jour-là, le jouet nous a chassés. Le champ de bataille d'avril 1945 prouva que la guerre ne fut jamais une question de statistiques isolées. Pas l'épaisseur du blindage, pas le calibre du canon, pas la vitesse sur le papier. C'était l'équation totale. Le terrain, l'entraînement, le ravitaillement, le moral et la volonté de 5 hommes à l'intérieur d'une boîte d'acier. Cette équation avait été écrite dans le feu à travers un verger allemand, où les rires firent place au silence et où 40 panzers brûlèrent dans les mathématiques de la destruction. La fumée persista pendant des heures. D'épaisses colonnes noires s'élevèrent des panthères éventrées et des Panzers IV brisés, s'enroulant dans le ciel printanier jusqu'à cacher le soleil. Le silence qui suivit était étrange, rompu seulement par le sifflement du caoutchouc brûlant, le crépitement des munitions explosant et les cris lointains des blessés. Pour les survivants allemands, le silence portait quelque chose de plus lourd que la défaite. Il portait la terreur. Pendant des années, les équipages blindés allemands s'étaient déplacés à travers l'Europe avec certitude. En 1940, leurs panzers avaient traversé la France en 6 semaines. En 1941, ils avaient tonné profondément en Russie, atteignant les portes de Moscou. Même après Koursk et la Normandie, même après l'attrition et les pénuries, la doctrine allemande disait aux équipages de chars qu'ils étaient les maîtres du champ de bataille. Cette illusion prit fin dans un verger français en 1945. La destruction de 40 véhicules blindés par un seul Sherman n'était pas seulement une perte, c'était un choc existentiel. Si un char ennemi pouvait causer une telle dévastation, quel espoir y avait-il contre des divisions blindées américaines entières, chacune avec des centaines de Sherman soutenus par l'artillerie et l'aviation? Un officier allemand interrogé en mai 1945 admit le changement avec franchise. Nous ne croyions plus être supérieurs. Si un char jouet pouvait détruire notre meilleur, la guerre était perdue en plus que l'acier. Les témoignages recueillis après la bataille montrèrent à quelle vitesse la terreur se répandit. Un artilleur de panthères survivant se souvint de la confusion. Nous étions touchés sur le côté par derrière, sous des angles où nous ne pouvions riposter. Chaque fois que je croyais viser un Sherman, un autre apparaissait. C'était impossible. Nous croyions qu'il y en avait des dizaines. Mon commandant hurlait de tenir la position, mais les hommes paniquèrent. Certains sautèrent avant même qu'un tir ne soit dirigé contre eux. Un autre vétéran décrivit le poids psychologique du feu. L'Américain tirait et tirait sans pause. Le pourvoyeur était comme une machine. Les explosions venaient pône plus vite que nous ne pouvions penser. Après le 5e char brûlé, nous étions brisés. C'était comme si la mort était partout, invisible. Nous ne voyions plus un char ennemi. Nous voyions le destin. La peur était plus mortelle que les obus perforants. Elle faisait abandonner leurs armes aux hommes, trébucher dans des fossés, fuir dans les bois où l'infanterie américaine attendait. Les journaux de guerre allemands capturèrent la désintégration. Les équipages criaient des ordres contradictoires sur les radios. Certains affirmaient que des avions frappaient à travers la fumée. D'autres insistaient sur le fait que plusieurs compagnies de chars américains les avaient pris en embuscade. Dans la panique, les unités se tirèrent dessus mutuellement. Un Panzer IV tentant de reculer hors d'une allée en flammes entra en collision avec un Tiger derrière lui, les mettant tous deux hors de combat. En quelques minutes, la cohésion tactique s'évapora. Le blindé allemand, qui reposait autrefois sur une coordination disciplinée, se dissolva en machines isolées, combattant seuls ou ne combattant pas du tout. Les prisonniers capturés décrivirent leurs officiers hurlant, menaçant avec des pistolets, frappant même des hommes pour les garder à l'intérieur de leurs chars. Beaucoup refusèrent. Le mythe de l'invincibilité s'était rompu. L'infanterie américaine avançant après la bataille trouva des scènes de panique préservées dans l'acier, des chars abandonnés avec les moteurs encore en marche, des repas à moitié finis éparpillés dans les tourelles, des râteliers à munitions entièrement approvisionnés, intacts. Les équipages avaient fui avant de tirer plus d'un obus. Un Getchi I écrivit dans sa lettre à la maison. Nous nous attendions à un dur combat. Au lieu de cela, c'était comme s'ils abandonnaient avant le premier coup. Leurs chars étaient encore chauds, leurs radios crépitaient encore. Ils fuyaient des fantômes. Le fantôme, bien sûr,
était le Sherman solitaire, caché dans la fumée, se déplaçant constamment, frappant avec précision. Aux yeux allemands, il devint une armée d'ombre, un bataillon fantôme conjuré par la peur. Dans les interviews d'après-guerre, les vétérans allemands eurent du mal à décrire la terreur. Certains insistèrent sur le fait qu'il y avait eu des avions, ou de l'artillerie invisible. D'autres affirmèrent que plusieurs Sherman avaient été confondus avec un seul. Mais à mesure que les archives alliées et allemandes furent comparées, les listes d'unités, les rapports d'après-action, les journaux intimes capturés, la vérité devint inévitable. Cela avait été un char, 5 hommes, 70 obus tirés, 40 machines allemandes détruites ou abandonnées. La réalisation hanta les survivants. Un tankiste allemand interviewé en 1962 lors d'un symposium américano-japonais sur la guerre blindée admit « J'étais à l'intérieur d'un Tiger. Je me croyais invincible. Mais quand les obus arrivèrent, j'étais de nouveau un enfant, me cachant du tonnerre. Je n'ai plus jamais ri du Sherman après cela. » Les historiens reconnaissent maintenant que cet engagement n'était pas seulement une anomalie tactique, mais aussi une victoire psychologique. La propagande nazie avait dit à ses soldats que les chars du Reich étaient imparables, que les Sherman étaient fins comme du papier. Ce récit se désintégra dans les flammes de 40 panzers détruits. L'abondance américaine avait déjà érodé la foi allemande. La nourriture dans les camps de prisonniers, les statistiques de production industrielle, le Coca-Cola et la glace. Mais rien ne brisa le moral plus vite que de voir leurs armes les plus redoutées démolies par ce qu'ils avaient autrefois moqué comme des jouets. Le champ de bataille devint une salle de classe. Leçon. La supériorité sur le papier ne signifiait rien quand l'ennemi combattait avec vitesse, coordination et volonté. Dans les semaines qui suivirent, les unités allemandes se repliant à travers l'ouest de l'Allemagne portèrent des récits de la bataille. Les rumeurs l'exagérèrent davantage. Des affirmations d'un Sherman qui détruisit 60 chars, d'un char fantôme qui apparaissait et disparaissait dans le brouillard. Quel que soit le nombre, la conclusion se répandit rapidement. Les Américains ne pouvaient plus être sous-estimés. Cette rumeur fut aussi destructrice que les obus eux-mêmes. La confiance s'évapora. Les commandants rapportèrent des équipages réticents à engager des Sherman, même lorsqu'ils avaient de l'avantage numérique. Certains Panthers se retirèrent au premier signe de contact. La peur s'était multipliée elle-même, transformant une défaite tactique en une contagion stratégique. Le lieutenant qui commandait le Sherman n'avait jamais eu l'intention de terrifier. Il combattait pour survivre. Son équipage travaillant comme les rouages d'une horloge, mais l'effet était indéniable. Les équipages de chars allemands qui riaient autrefois des Sherman chuchotèrent maintenant à leur sujet comme à des chasseurs. L'image de 40 panzers en flammes devint un symbole non pas seulement de la puissance de feu américaine, mais de l'effondrement psychologique. La terreur persista longtemps après que la fumée se fut dissipée. Lors des réunions d'anciens combattants des décennies plus tard, les survivants allemands parlaient encore de la journée à voix basse. L'un se souvint, « Nous étions les loups, ils étaient les moutons. » Ce jour-là, les moutons se retournèrent et les loups coururent. Le verger où la bataille eut lieu redevint silencieux, l'herbe poussant sur l'acier noirci. Mais la terreur persista, rapportée à la maison par chaque Allemand qui fuit ce jour-là. Pour le Reich, la perte de 40 chars importait moins que la perte de la croyance. Une fois cette croyance disparue, la guerre n'était plus gagnable. Pour les Américains qui combattirent à l'intérieur du Sherman, la bataille passa dans un flou de bruit, de fumée et de cris de commandement. Plus tard, quand les journaux exagérèrent l'histoire et que les généraux épinglèrent des médailles sur leur poitrine, les hommes eux-mêmes ne se souvinrent que de l'épuisement et de l'incrédulité. L'équipage se composait de 5 hommes ordinaires. Un jeune lieutenant au commandement, un tireur, un pourvoyeur, un conducteur et un mitrailleur avant. Aucun n'avait plus de 25 ans. Aucun ne se considérait comme un héros. La tourelle du Sherman était exiguë, bruyante et chaude même. Au printemps, le moteur rugissait derrière eux. L'odeur de l'essence et de la cordite remplissait leurs poumons. Chaque tir faisait vibrer les os. Le tireur raconta plus tard à un intervieweur « J'ai arrêté de compter après 10. Le lieutenant ne faisait que crier les distances. 300 à gauche et je tirais.
Le pourvoyeur transpirait, ses bras tremblaient d'avoir enfilé obus après obus. Nous ne pensions pas au nombre, nous essayions juste de rester en vie. Le Sherman tremblait à chaque tir. Les hommes entendaient le choc métallique de leurs obus frappant le blindage, suivi de flammes ou d'explosions. Mais ils entendaient aussi le bruit sourd des obus ennemis frappant en retour. Chaque clang aurait pu être leur dernier. Les équipages de Sherman connaissaient les probabilités. Les canons allemands de 75 mm et 88 mm pouvaient percer leur blindage à des distances bien supérieures à celles où ils pouvaient riposter. La plupart des tankistes américains se considéraient comme sacrifiables, comptant sur le nombre, la vitesse et le soutien plutôt que sur la supériorité. Le conducteur avoua des décennies plus tard. Nous nous attendions à être mis hors de combat. C'était la vérité. Tu combats dans un Sherman, tu sais, chaque impact peut t'enflammer. Quand nous avons vu les Panthers et les Tigers, nous avons cru que c'était fini. Nous ne pensions pas tenir 5 minutes. Cette connaissance créa un calme fataliste. Les ordres du lieutenant devinrent mécaniques. Les mains du pourvoyeur se couvrirent d'ampoules, mais bougèrent comme une horloge. L'œil du tireur faisait mal à force de presser contre la vue. La peur était constante, mais aussi le rythme. Après 20, 30, 40 tirs, l'équipage réalisa quelque chose d'impossible. Ils étaient encore en vie. La fumée les cachait. Les Allemands semblaient le confus, tirant sauvagement, abandonnant les chars, entrant en collision dans la panique. Le pourvoyeur chercha des obus et trouva les râteliers presque vides. Il ne restait que des obus perforants. Plus d'explosifs. La sueur coulait sur son visage. Ses jointures saignaient à cause des douilles en acier. « Dernier râtelier !» cria-t-il. Le tireur pivota, visa un autre panthère, tira et regarda la tourelle exploser. Le lieutenant leur ordonna de cesser le feu, d'économiser ce qui restait. La bataille prit fin, non parce que les Allemands étaient détruits, mais parce que les munitions du Sherman étaient épuisées. Quand le silence tomba, l'équipage resta assis, stupéfait. Leurs oreilles sifflaient, leurs gorges étaient brûlées, leurs bras engourdis. À travers les périscopes, ils virent des chars allemands brûlés, des champs jonchés de débris. Le conducteur murmura « C'est nous qui avons fait ça ?» Le lieutenant ordonna le retrait. Ils reculèrent lentement, prenant soin de ne pas se révéler, et rentrèrent péniblement vers les lignes américaines. Leur char était marqué, sa peinture écaillée, son blindage bosselé, là où des obus avaient frappé sans pénétrer. Au point de ralliement, les fantassins regardaient avec incrédulité. Des dizaines de chars ennemis couvaient au loin. « Combien étiez-vous » demanda quelqu'un. « Juste nous » répondit le lieutenant, n'y croyant toujours pas lui-même. Au quartier général du bataillon, les officiers demandèrent des détails. L'équipage donna les distances, les comptes, les nombres approximatifs de chars détruits. Les secrétaires prirent des notes hâtives. Dès le lendemain matin, les rumeurs se répandirent à travers la division. 40 panzers détruits par un seul Sherman. Le chiffre fut gonflé par la panique et la répétition, mais les photographies confirmèrent des dizaines de véhicules allemands abandonnés ou brûlants. Les rapports du renseignement notèrent que des prisonniers décrivaient un seul char fantôme qui frappait partout à la fois. L'histoire devint une légende presque du jour au lendemain. Le lieutenant reçut la Distinguished Service Cross. Le tireur et le pourvoyeur reçurent des Silver Stars. Leurs noms apparurent dans Stars and Stripes, puis dans les journaux de leur ville natale. Pourtant, les hommes eux-mêmes doutaient. Le pourvoyeur écrivit à la maison « Ils disent que nous avons détruit 40 chars. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais juste que j'ai chargé jusqu'à penser que mes bras tomberaient. Peut-être que la fumée et la peur ont fait le reste. » Le tireur interviewé des années plus tard dit « Je n'ai jamais pensé que nous étions formidables. » Les Allemands se sont battus eux-mêmes. Ils ont paniqué. Nous étions juste là. Pour l'équipage, la survie semblait plus miraculeuse que la victoire. Ils savaient combien cela aurait pu facilement se terminer différemment. Un obus perçant leur coque, une étincelle dans le réservoir de carburant. Derrière la légende se tenaient des vérités plus larges. Le Sherman n'était pas le meilleur char, mais il était fiable, facile à réparer et produit en nombres écrasants.
L'industrie américaine construisit 49 234 Sherman pendant la guerre. Chacun faisait partie d'une marée industrielle que l'Allemagne ne pouvait égaler. Le lieutenant réfléchit à cela lors d'une réunion en 1985. Il nous moquait en disant que nous conduisions des boîtes de conserve. Peut-être avait-il raison, mais nous avions des milliers de boîtes de conserve, et parfois même une seule boîte de conserve pouvait faire le travail d'une armée. Dans les semaines qui suivirent, l'équipage écrivit des lettres à la maison, luttant pour expliquer ce qui s'était passé. Le conducteur dit à ses parents « Nous avons combattu plus de chars que je ne pouvais en compter. D'une certaine manière, nous sommes toujours là. Ne laissez personne vous dire que le Sherman ne peut pas se battre. Il le peut. » Le mitrailleur avant écrivit à son frère « Je n'ai jamais prié aussi fort de ma vie. Chaque obus que nous tirions, je pensais que ce serait notre dernier. Quand ce fut fini, je ne me sentais pas fier. Je me sentais vide. » Aucun d'eux ne se vantait. Leurs mots portaient du soulagement, pas du triomphe. La bataille du Verger fit partie de l'histoire du régiment. Les officiers la citèrent dans des conférences comme preuve de l'entraînement, de l'initiative et du courage américain. Les historiens militaires l'analysèrent plus tard comme un exemple de guerre psychologique où la confusion et la peur comptaient plus que l'épaisseur du blindage. Pour les 5 hommes du Sherman, cela resta un souvenir privé, qui devint plus lourd avec le temps. Ils ne riaient pas quand les gens les appelaient des héros. Ils savaient trop bien à quel point la frontière était mince entre les légendes vivantes et les épaves calcinées. Le lieutenant le résuma le mieux en 1964. « Les gens pensent que nous avons détruit 40 chars. Je pense que la peur les a détruits et que nous étions juste au bon endroit. Mais je n'oublierai jamais avoir regardé dehors et les avoir vus brûler. » Ce fut le jour où j'ai su que la guerre se terminait. La victoire de l'équipage se mesura non seulement dans les débris, mais dans la survie. Ils avaient fait face à des probabilités impossibles et avaient vécu. Pour eux, cela suffisait. Pour l'armée allemande, la vue des panzers en flammes signifiait quelque chose de plus grand. Le mythe de l'invincibilité avait disparu à jamais. Le verger redevint silencieux. L'herbe printanière recouvrit la terre labourée, engloutissant les carcasses d'acier noirci, au moment où les habitants revinrent, reconstruisant les villages dévastés, le champ de bataille dérivait déjà dans la légende. Ce que les 5 Américains avaient dit fait dans un seul Sherman dépassa les tactiques ou les statistiques. Cela devint un souvenir, un mythe et un symbole, reformé par chaque homme qui le racontait. Les secrétaires de l'armée américaine classèrent leur rapport avec précision. 40 chars allemands détruits ou abandonnés. Un Sherman, équipage de 5, décoration recommandée. Des copies circulèrent à travers le quartier général de la division, du corps d'armée et de l'armée. Bientôt, le récit atteignit Washington. Stars and Stripes titra « Un seul char arrête 40 ». Les journaux américains suivirent, chaque titre plus grand que le précédent. Les familles au pays découpèrent les articles, les épinglant au mur et au réfrigérateur. La bataille devint la preuve du courage américain, la preuve que le Ronson n'était finalement pas une blague. Lockheed, Ford et Chrysler, les entreprises qui construisaient les Sherman, utilisèrent l'histoire dans du matériel promotionnel. Des affiches montraient des Sherman avançant à travers des champs avec des légendes « Le char qui gagne les batailles ». La guerre avait besoin de héros et l'équipage du Verger l'était devenu. Pour l'équipage, l'attention était gênante. Ils subirent des interviews, posèrent pour des photographies, sourirent quand on épingla des médailles, mais en privé, ils étaient mal à l'aise. Le tireur se souvint des années plus tard. « Je n'ai jamais pensé que nous avions détruit 40. Peut-être 20, peut-être 30. Les nombres grossissaient à chaque fois que quelqu'un le racontait. Mais personne ne voulait nous entendre dire moins. Ils voulaient un miracle, alors nous leur en avons donné un en restant silencieux. » Le pourvoyeur avoua « Je détestais qu'on m'appelle un héros. Les héros ne transpirent pas du sang dans une boîte de conserve en pensant que chaque seconde est la dernière. Les héros n'ont pas de chance. Nous avons juste eu de la chance. » Le silence devint leur façon de faire face. Ils retournèrent à leur unité, combattirent d'autres batailles, endurèrent d'autres moments critiques.
La légende tourbillonnait autour d'eux, mais à l'intérieur du Sherman, rien n'avait changé. Pour les Allemands, le souvenir était plus sombre, plus lourd. Les tankistes survivants portaient l'histoire comme une cicatrice. Ils parlaient du Sherman fantôme, une machine qui se déplaçait comme de la fumée, frappant de partout à la fois. En 1946, les interrogateurs alliés demandèrent à des officiers capturés à propos de l'incident. Beaucoup admirent que leurs hommes avaient paniqué. Un colonel haussa les épaules. « Notre confiance s'est brisée. Nous nous croyions supérieurs. Puis nous avons brûlé. Comment le moral pouvait-il survivre à cela ?» Lors des réunions d'après-guerre en Bavière, les vétérans allemands se disputèrent sur ce qui s'était passé. Certains affirmèrent que des avions étaient intervenus sans être vus. D'autres jurèrent qu'il y avait plusieurs Sherman cachés par le brouillard. L'idée qu'un seul char pouvait décimer un bataillon était trop humiliante à accepter. Pourtant, dans les années 1960, à mesure que les archives furent comparées et les récits alliés confirmés, l'amère vérité fut reconnue. Un tankiste allemand, lors d'un symposium en 1965, dit « Nous n'avons pas été vaincus par un char. Nous avons été vaincus par notre propre peur. » Les historiens débattèrent des détails pendant des décennies. Était-ce vraiment 40 Panzers détruits ou plus proche de 30 ? La fumée et le terrain avaient-ils amplifié l'effet ? Était-ce la compétence, la chance ou les deux ? L'US Strategic Bombing Survey, compilant des données en 1946, listait la bataille comme une étude de cas d'effondrement psychologique. Le rapport officiel notait « Un seul véhicule blindé correctement positionné peut induire une panique disproportionnée lorsque le moral de l'ennemi est fragile. » Les stratèges militaires étudièrent le verger comme une leçon non pas sur le matériel, mais sur les limites humaines. Les instructeurs de West Point enseignaient aux cadets que le moral et la perception étaient souvent plus mortels que les obus perforants. En 1985, lors d'une réunion d'anciens combattants du Pacifique et d'Europe à Hawaï, l'équipage du Sherman se réunit pour la première fois depuis des années. Aux cheveux gris, plus lourds, plus lents, il se souvenait du verger avec des sentiments mitigés. Le lieutenant dit « Chaque année depuis, je me suis demandé pourquoi nous avons vécu quand tant d'autres ne l'ont pas fait. Peut-être que c'était le vrai fardeau, pas le combat, mais y survivre. » 2 ans plus tard, l'un des hommes retourna discrètement en France. Il trouva le verger envahi par la végétation, la ferme reconstruite. Des enfants jouaient là où les panthères avaient autrefois brûlé. Il posa une main sur un arbre marqué par des éclats d'obus et pleura. Dans les années 1990, des documentaires racontèrent à nouveau l'histoire avec une musique dramatique et des images granuleuses. Les musées exposèrent des tourelles de Sherman à côté de plaques indiquant « Le char qui détruisit 40 ». Les livres exagérèrent davantage. Certains affirmèrent 50, d'autres 60. Le nombre réel n'importait plus. Ce qui importait, c'était le symbole qu'une machine ordinaire, conduite par des soldats ordinaires, pouvait briser la fierté du poing blindé d'Hitler. La légende grandit précisément parce qu'elle contenait une vérité. Les Sherman étaient moqués, oui, mais ils étaient aussi partout, produits par dizaines de milliers, soutenus par une industrie, du carburant et une main-d'œuvre que l'Allemagne ne pouvait égaler. Si un Sherman pouvait briser 40 Panzers, que pourraient en faire des milliers ? Lors du symposium américano-japonais sur l'aviation de 1962, un officier allemand qui avait combattu à l'Ouest le résuma. « Nous ne craignons pas votre char. Nous craignons vos nombres, vos usines, votre ciel plein d'avions. Mais quand nous avons vu 40 de nos chars brûlés à cause d'un seul Sherman, nous avons compris qu'un seul d'entre vous était déjà trop. » Les vétérans américains écoutant dans l'auditoire hochèrent la tête. Pour eux, le verger confirmait non seulement l'ingéniosité tactique, mais la vérité plus profonde que l'arsenal de la démocratie avait transformé la moquerie en ruine. Le verger resta hanté non pas par des machines, mais par des hommes. À l'intérieur de chaque panzer brûlé se trouvaient des fils, des pères, des maris. Les survivants portèrent des cauchemars longtemps après la chute du Reich. Les membres d'équipage américains portèrent de la culpabilité, se demandant pourquoi le destin les avait épargnés quand d'autres brûlaient à leur place.
Le tireur écrivit dans son journal, jamais publié, trouvé par sa famille après sa mort en 1998. Les gens nous appellent des héros, mais je vois encore leur visage quand ils couraient hors de leur char, ceux qui n'ont pas réussi. Si c'est de l'héroïsme, je n'en veux pas. Je voulais seulement vivre. Le verger devint plus qu'un champ de bataille. Il devint une parabole. Les rires allemands se transformèrent en silence. L'industrie américaine transforma la moquerie en terreur. Et 5 jeunes hommes dans un Sherman devinrent la preuve vivante que le Ronson au blindage mince pouvait, dans les bonnes conditions, devenir le char le plus mortel d'eux. Tous. Finalement, les nombres importèrent moins que le message. 40, 30, 20, c'était pareil. Le verger prouva que les guerres ne sont pas décidées seulement par les armes, mais par la volonté, le moral et les histoires que les hommes racontent ensuite. Et l'histoire racontée d'un char américain qui détruisit 40 panzers suffit à résonner à travers les générations. Le Reich mourait au printemps 1945. Les ponts détruits, les voies ferrées coupées, le carburant épuisé, les villes en flammes. Le poing blindé qui avait autrefois déchiré l'Europe trébuchait maintenant en arrière, ses griffes d'acier émoussées, sa confiance brisée. Et dans un verger paisible, un seul après-midi, le mythe de la supériorité allemande prit fin, non pas avec des fanfares, mais avec le feu. Pour les soldats allemands, le verger était plus qu'une défaite. C'était une révélation trop amère à avaler. L'invincible avait été battu par l'ordinaire. Le Panzer, autrefois symbole de la Blitzkrieg, gisait éparpillé en ruines, détruit par le trait-char qu'ils avaient moqué comme un Tommy Cooker. Un vétéran écrivit dans des mémoires des décennies plus tard, quand 40 de nos chars furent perdus face à un seul ennemi, nous avons cessé de croire. Le char n'était pas seulement du métal, c'était notre fierté, et ce jour-là, notre fierté brûla. Ce changement fut irréversible. Quand les formations allemandes entendirent le claquement des Sherman au loin, certains commandants se retirèrent plutôt que de risquer une autre humiliation. La peur se répandit plus vite que le feu. Pour les 5 hommes du Sherman, le verger ne ressembla jamais à de la gloire. Cela ressemblait à de la survie. Ils étaient des soldats ordinaires qui avaient dû faire leur devoir et y avaient survécu. Le lieutenant, réfléchissant des années plus tard, le dit simplement. Les gens pensent que nous avons détruit 40 chars. Je pense qu'on nous a donné 40 chances de mourir et d'une certaine manière, nous les avons toutes manquées. Pour eux, les médailles et les gros titres importaient moins que le silence qui suivit. Les couchettes vides où les camarades dormaient autrefois, les lettres écrites aux familles qui ne reverraient jamais leur fils. Ils portèrent le fardeau tranquillement, sachant que leur chance ne pourrait jamais se répéter. Les historiens encadrèrent plus tard le verger comme un symbole d'une vérité plus large de la guerre. L'Allemagne pouvait produire des merveilles d'ingénierie, des Panthers, des Tigers, des machines de précision et de terreur, mais elle ne pouvait pas en produire assez. Chaque Panther détruit était presque irremplaçable. Chaque Tiger perdu drainait des ressources qu'aucune usine ne pouvait reconstituer. L'Amérique, en revanche, construisit des Sherman en des nombres qui défiaient l'imagination, 49 234 au total. Chacun était simple, fiable, réparable. Les Allemands riaient du Sherman, mais ils ne pouvaient jamais rire des chaînes de production de Détroit, qui sortèrent des chars plus vite que les équipages allemands ne pouvaient les brûler. Le verger le prouva. Même un seul Sherman dans les bonnes circonstances pouvait humilier le meilleur de l'Allemagne. Multiplier cela par des milliers, et le résultat était inévitable. La guerre est autant une question de croyance que de balles. Pendant des années, la propagande allemande avait dit à son peuple que ses armes étaient invincibles. Le Tiger était peint comme un dieu d'acier, le Panther comme un prédateur, le Sherman comme un jouet. Mais quand les soldats virent 40 Panzers détruits par un seul jouet, la propagande s'effondra. L'illusion céda la place à la terreur. Le champ de bataille enseigna sa propre leçon. Les nombres, la vitesse et la volonté pouvaient en défaire même la machine la plus féroce. Un officier allemand admit lors d'un interrogatoire « Nous étions entraînés à croire que le Sherman ne pouvait pas nous combattre. Quand nous avons vu qu'il le pouvait, nous avons compris que la guerre était perdue.
Le verger ne fut jamais le plus grand affrontement de la guerre. Kursk avait vu des milliers de chars. La Normandie avait vu des océans de feu, mais le verger importait à cause de ce qu'il symbolisait. C'était le moment où la moquerie se transforma en peur, le moment où l'armée allemande, autrefois arrogante, réalisa que les rires n'arrêteraient pas les balles. Et c'était le moment où l'armée américaine se vit différemment. Les tankistes qui avaient appelé leur machine des pièges mortels chuchotèrent maintenant que peut-être le Sherman pouvait se battre après tout. La confiance changea, non seulement dans l'acier mais dans l'esprit. Quand les vétérans se réunirent dans les années 1960, 1970 et 1980, le verger revenait toujours. Certains argumentaient sur les nombres, d'autres débattaient des tactiques, mais tous s'accordaient sur le moral. Le mythe de la supériorité allemande avait pris fin dans le feu. Lors d'une réunion en 1985, un survivant allemand avoua à un tankiste américain « Nous rions de vos chars ». Ce jour-là, nous avons arrêté de rire. L'Américain se contenta de hocher la tête. Il n'y avait aucune joie dans le souvenir, seulement du poids. Aujourd'hui, les historiens militaires enseignent le verger non pas pour ses nombres, mais pour sa leçon. Les guerres ne sont pas gagnées par des machines parfaites, mais par des systèmes, par la production, la logistique, l'entraînement et la volonté. Le Panther était peut-être plus fort, le Tiger plus mortel. Mais une seule bataille prouva que même la meilleure machine échoue quand la croyance s'effondre. Un Sherman, 5 hommes, 70 obus et 40 panzers en flammes racontèrent toute l'histoire de la guerre en miniature. En mai 1945, l'Allemagne capitula. Le Reich était cendre, ses villes en ruine, ses armées brisées. Les Sherman américains traversèrent les villages, passant devant des civils agitant des draps blancs, devant des colonnes de prisonniers qui ne résistaient plus. Le verger n'était qu'un champ parmi des milliers, mais il captura l'essence de la fin de la guerre. Les rires allemands réduits au silence, l'abondance américaine triomphante. Les hommes du Sherman rentrèrent chez eux, vécurent des vies tranquilles, portèrent des souvenirs dont ils parlaient rarement. Les Allemands qui survécurent portèrent de la honte, de la confusion et le souvenir d'un après-midi où leur fierté se dissolva dans la fumée. Un vétéran américain parlant lors d'un mémorial en 1995 le résuma pour les deux côtés. Ils avaient les meilleurs chars. Nous avons eu la meilleure guerre. Et dans ce verger, vous avez vu la différence. Ils se sont battus pour la fierté. Nous nous sommes battus pour survivre. Et la survie gagne. Le verger est paisible maintenant. L'herbe est verte. La ferme reconstruite. Les arbres lourds de fleurs printanières. Des enfants jouent là où des hommes sont morts autrefois. Des vaches paissent là où des panthères couvaient autrefois. Mais sous le sol reposent des fragments d'acier, des rappels rouillants d'un jour où les rires moururent dans le feu. Et dans la mémoire des soldats, le verger reste éternel. Non pas pour les nombres, mais pour ce qu'il a prouvé. Que les mythes d'invincibilité peuvent brûler, que l'arrogance peut s'effondrer dans la fumée, et que parfois l'ordinaire, poussé par la volonté, devient extraordinaire. Un char américain, 40 panzers allemands, une bataille petite en échelle, vaste en signification.